Donc, je suis Isabelle Fievet, responsable de la mission documentation de l'Institut national de la jeunesse et de l'éducation populaire INJEP. Et nous allons assister aujourd'hui à la 4e séance des rendez-vous de la DOC de l'année 2022. Alors, les rendez-vous de la DOC, c'est quoi? Ce sont un moment d'échange et de présentation des résultats des travaux de l'INJEP, que ce soit une étude, une enquête ou une évaluation réalisée par, pour ou avec l'INJEP. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Tana Stromboni et Roman Urbano de la mission Expérimentation et évaluation des politiques publiques MEP de l'INJEP. Elles sont les autrices d'un rapport intitulé Évaluation nationale des cités éducatives, premiers enseignements sur l'appropriation du programme en matière de continuité éducative, d'orientation et insertion et de place des familles. Ce rapport ainsi que sa synthèse sont déjà disponibles sur le site de l'INJEP, www.injep.fr, et la mission documentation a réalisé un repère bibliographique en complément de ces deux travaux, et cette bibliographie est déjà disponible également sur le site de l'INJEP. Cette séance est réalisée en format hybride et sera enregistrée. Elle va se dérouler sur 1 heure, dont le dernier quart d'heure sera consacré à un échange avec la salle et à distance via le système Q&R situé en bas de votre écran. Les questions posées seront relayées par le directeur de l'INJEP, Augustin Ricard. Un dernier mot pour vous annoncer le calendrier des prochaines séances des rendez-vous de la DOC à la rentrée. En septembre, le 22 septembre, la mission enquête, données et études statistiques MEDES de l'INJEP présentera des résultats sur leur enquête sur la participation associative des Français et les dons. Et en octobre, le 11 octobre, nous inviterons la CNAF à présenter les résultats de leur baromètre des temps et activités péri- et extrascolaires. Enfin, je remercie la mission valorisation et diffusion de l'INJEP qui a permis l'organisation de cette session. Je laisse rapidement la parole et la place à Tana Stromboni et Roman Urbano. Merci. Merci. Bonjour. 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 Donc, Tana Stromboni, chargée d'études et d'évaluation au sein de la mission expérimentation et évaluation des politiques publiques. J'ai notamment en charge le suivi des évaluations des cités éducatives qui s'inscrivent dans une démarche nationale d'évaluation portée par la Coordination nationale des cités éducatives représentée par l'ANCT et la DGESCO. Et nous allons aujourd'hui vous présenter avec Roman Urbano, qui est donc également chargé d'études et d'évaluation en apprentissage au sein de la MEP, les résultats intermédiaires de notre évaluation. Ce seront donc les premiers enseignements sur l'appropriation du programme en matière de continuité éducative, d'orientation, insertion et de place des familles. Merci. Alors, dans un premier temps, nous allons donc vous présenter le programme des cités éducatives, voilà, les grandes lignes du programme. Vous présenter également l'évaluation que nous pilotons donc au niveau de la MEP et ensuite, bien sûr, les enseignements intermédiaires des rapports d'évaluation. Nous avons donc le programme des cités éducatives, en quelques mots, qui est porté par le ministère de l'Éducation nationale et de la jeunesse et le ministère chargé de la ville. Donc, pour les principaux objectifs, les cités éducatives visent à intensifier les prises en charge éducatives des enfants et des jeunes avant, après et pendant le cadre scolaire. Elle consiste en une grande alliance des acteurs éducatifs dans les QPV, qui est représentée bien sûr par l'éducation nationale, les services de l'État, les collectivités, mais aussi plus largement les parents, les associations, les habitants, les acteurs économiques. L'idée, voilà, c'est vraiment d'associer toutes les forces vives du territoire autour de cet enjeu éducatif. Donc, les cités éducatives sont dotées de moyens humains et financiers qui sont apportés par chacun des cofinanceurs, le ministère de l'Éducation nationale et de la jeunesse, le ministère chargé de la ville, mais aussi les collectivités.
Pour les 80 premières cités éducatives, on avait une enveloppe moyenne d'1 million d'euros apportée par l'État pour les 3 ans, et une enveloppe qui diffère en fonction de la taille des cités éducatives et du nombre de jeunes couverts. Donc, pour revenir rapidement sur les principaux objectifs, donc on va réellement, via la mise en place de ces cités, chercher à réduire l'inégalité des chances devant l'école et finalement voilà, parvenir justement en mobilisant l'ensemble des forces vives à donner des chances de réussite aux jeunes et aux enfants et aux jeunes de quartiers populaires qui soient finalement identiques à celles de jeunes de milieux plus favorisés. Donc tout ça va se réaliser en coordonnant les acteurs et les espaces éducatifs, vraiment en mobilisant, comme je le disais tout à l'heure, l'ensemble des forces vives du territoire, mais aussi un autre objectif important des cités qui va être de favoriser le décloisonnement des fonctionnements institutionnels. L'idée, ça va être vraiment d'éviter de travailler en silo et de faire travailler ensemble et dans le même sens l'ensemble des institutions. Sur la philosophie, ce qu'on peut noter, c'est que plus qu'un dispositif, les cités éducatives constituent avant tout un cadre local pour agir et une méthode de travail plus concertée et participative. Donc, les outils de cette méthode de travail, ça va être un pilotage tripartite, donc éducation nationale, collectivité et État, qui sont souvent représentés au niveau des territoires par le délégué du préfet, peut-être un directeur général adjoint, mais aussi le principal du collège, chef de file de l'ensemble des établissements qui sont présents dans la démarche. Donc, ce pilotage tripartite s'appelle donc la Troïka. On aura aussi une coordination dédiée qui est généralement opérée par un chargé de projet opérationnel. Donc, lui, son travail, c'est vraiment de faire vivre la démarche au niveau du territoire, faire vivre cette démarche concertée et partenariale. Donc, un gros rôle qui incombe à ces chargés de projet opérationnel. On a également une évaluation locale à conduire au fil de l'eau. Donc, on a vu, il y a vraiment une démarche d'évaluation nationale globale, mais chacune des cités est aussi invitée à construire sa démarche d'évaluation locale, finalement, pour évoluer en marchant. Autre point vraiment nécessaire à noter, c'est que le programme laisse une part importante aux territoires dans l'élaboration de leur plan d'action. C'est-à-dire qu'on va être vraiment dans une perspective de politique publique bottom-up. Voilà, on n'a pas un cadre rigide qui va être fourni par l'État, mais plutôt de grandes orientations. Et les territoires sont donc invités à se saisir de ces orientations en fonction finalement des enjeux territoriaux et des partenariats qui sont éventuellement déjà mis en œuvre. Alors, quelques mots maintenant sur l'évaluation nationale du programme que nous réalisons donc sous l'égide de l'Agence nationale de la cohésion des territoires. On a 15 cités qui sont évaluées et 3 grands axes d'évaluation. Chaque grand axe d'évaluation est porté finalement par une équipe d'évaluateurs. Donc, on a à ce sujet l'agence phare. On va aussi avoir le cabinet d'études Jeux de vie et le cabinet Pluricité. On a 3 axes, celui de la continuité éducative, celui des parcours d'orientation, de formation et d'insertion pour les 11-25 ans et celui de la place des familles dans les coopérations éducatives. Donc, ces axes sont aussi des axes centraux finalement du programme, la continuité éducative, parce que c'est vraiment peut-être le premier objectif des cités éducatives, assurer cette cohérence à travers les différents temps de l'enfant, mais aussi à travers le temps. Les parcours d'orientation, de formation et d'insertion pour les 11-25 ans, parce qu'on a vraiment l'idée d'un parcours éducatif sur le temps long. C'est un peu aussi la spécificité des cités éducatives de s'adresser vraiment des jeunes et des enfants de 0 à 25 ans. Et la place des familles, parce qu'elle répond vraiment à cet enjeu de concertation, de participation large de la communauté éducative pour la réussite de tous les jeunes. Donc, on va plutôt être sur des approches qualitatives avec des équipes d'évaluation qui se rendent chacun au sein de 5 cités pour rencontrer finalement tout un ensemble d'acteurs, plutôt au niveau institutionnel, mais aussi au niveau opérationnel. Et là, dans la phase qui va arriver, ils vont aussi rencontrer des usagers, des élèves, des jeunes, des parents et à nouveau des professionnels de terrain. Donc, les études sont menées de juillet 2021 à juillet 2023.
Et concernant les dimensions que nous allons questionner, la première phase de cette évaluation visait à comprendre finalement l'appropriation du programme et de la thématique par les acteurs du territoire. La question qu'on va se poser, c'est finalement comment est-ce que les acteurs du territoire, par exemple, comprennent cette notion de la continuité éducative et la font vivre, et surtout, est-ce qu'ils arrivent au niveau de leur cité à constituer une approche territoriale, c'est-à-dire est-ce que les institutions et puis les acteurs plus largement arrivent à se mettre d'accord finalement sur voilà, les objectifs à remplir, le public à mobiliser, voilà, se mettre quelque part en fait en ordre de marche pour ce grand objectif de réussite éducative. Ou à l'inverse, est-ce qu'on observe le maintien d'approches sectorielles, donc on pourrait dire d'approches peut-être un petit peu institutionnelles finalement, qui perdurent avec la difficulté de voilà, faire discuter ces différentes approches. On regardera aussi les partenariats et les actions qui sont mis en œuvre et qui sont relatifs donc, à chacune des trois thématiques. Et enfin, les dynamiques à l'œuvre sur les parcours des jeunes et des familles, ainsi que sur les pratiques des professionnels. Donc, voilà pour la présentation du programme et des évaluations que nous suivons donc avec Romane. Donc, je vous propose maintenant de revenir sur les premiers enseignements concernant les trois thématiques. Et nous abordons donc dans un premier temps la continuité éducative. Donc, la continuité éducative, c'est l'équipe du cabinet Jeux de vie qui a donc voilà, mené un important travail de terrain auprès de 5 cités éducatives. Et donc, voilà les premiers enseignements. Donc déjà, ce qu'on peut noter, c'est que la continuité éducative reste une notion, somme toute, parfois difficile à s'approprier par les acteurs, peut-être du fait de son caractère polysémique. On va avoir une continuité diachronique qui, en fait, témoigne de la mise en œuvre de parcours sur le long terme. Là, l'idée, ça va être de garantir la cohérence des parcours éducatifs sur le long terme des enfants, des jeunes, des élèves. Donc, pour ce faire, on va œuvrer à la continuité des apprentissages sur le temps long. On va aussi faire en sorte, en fait, d'éviter toutes les ruptures du parcours scolaire et vraiment de les suivre du début à la fin. On aura par ailleurs une autre dimension de la continuité éducative qui sera la continuité synchronique. Et là, l'idée, ça va être davantage finalement de coordonner les différents temps de l'enfant, donc les temps scolaires, périscolaires et extrascolaires. Donc, on est vraiment sur une dimension essentielle du programme, mais qui fait peu l'objet, en tout cas pour l'instant, de définitions approfondies par les territoires. Mais ça s'explique par différents facteurs, notamment parce qu'il n'y a pas toujours le temps de concertation nécessaire en amont. On était un petit peu dans l'urgence de la programmation et de toute l'organisation autour de la démarche. Quoi qu'il en soit, on note toujours des écarts de conception concernant la place, notamment à donner au référentiel scolaire. Alors, assez schématiquement, on va avoir les tenants de l'éducation formelle d'un côté, pour qui la réussite scolaire est peut-être prioritaire, qui vont avoir envie de mettre l'accent sur l'apprentissage de tous les codes scolaires et en tout cas de la réussite. Et par ailleurs, on aura peut-être les tenants de l'éducation populaire qui auront envie de mettre en œuvre une notion de la réussite un petit peu plus large, la réussite éducative un peu plus large, et qui peuvent parfois regretter une vision qu'ils disent un peu trop scolarocentrée de cette réussite éducative. On note également une logique synchronique qui est privilégiée par rapport à une logique diachronique, c'est-à-dire que les acteurs, jusqu'à présent, se concentrent davantage sur l'articulation du temps scolaire, périscolaire, extrascolaire, et peut-être pensent un peu moins justement cette continuité éducative sur le temps long. Donc à ce sujet, il y a des actions qui sont souvent centrées sur le passage du primaire au collège et un petit peu moins du collège au lycée.
Voilà, donc on reste sur une appropriation assez hétérogène selon les cités. On note également que l'éducation nationale est l'acteur le plus impliqué. Voilà, en tout cas, à partir des revues de projet qui ont été analysées par le cabinet Jeux de Vie. Donc les revues de projet, en fait, sont un temps de bilan annuel, un temps de bilan opérationnel et financier que les cités éducatives font et transmettent au niveau de la coordination nationale. Donc en analysant une partie de ces revues de projet des cités éducatives, ils se sont rendus compte que l'acteur le plus impliqué était donc l'éducation nationale, dans près de 60%. Donc voilà, soit qu'il portait des actions, ou en tout cas qu'il était partenaire. Et par ailleurs, voilà, les collectivités et les associations, elles, sont plutôt impliquées de l'ordre de 40 ou de 30% en tant que partenaire principal ou porteur d'action. Néanmoins, un point important qu'il souligne est le fait que les actions qui impliquent conjointement éducation nationale, collectivité locale et secteur associatif sont finalement réduites. Donc, on peut penser que la vocation des cités éducatives à faire travailler ensemble des acteurs éducatifs variés est donc plus ou moins respectée selon les territoires. Et ça peut aussi s'expliquer parce que sur une partie des cités, on va avoir, ce que j'évoquais tout à l'heure, peut-être un manque de coordination en amont, voilà, un manque de... donc, c'est ce que les évaluateurs appellent des actions procédurales, en fait, donc des temps de concertation, de coordination, de communication, d'interconnaissance, voilà, qui n'ont pas toujours pu être mis en place et finalement qui n'ont pas permis qui n'ont pas toujours permis de construire ces actions collectives et cette vision commune de la continuité éducative. Néanmoins, voilà, on a tout un ensemble de choses qui se mettent en place et notamment, on souhaitait partager avec vous un exemple d'action synchronique, donc d'articulation des différents acteurs et des différents temps éducatifs. On a donc l'exemple d'un travail partenarial autour de la lecture qui a été initié par une médiathèque, donc sur une cité. Et donc là, la médiathèque souhaite vraiment fédérer les acteurs de la cité éducative autour de l'enjeu de la lecture et de la maîtrise de l'écrit. Donc, elle met en place une action assez globale, puisque voilà, elle porte une action qui vise à former les parents à l'animation d'une bibliothèque centre dans une école. Donc, l'idée, là, ça va être de voir avec les parents, finalement, comment est-ce qu'on gère les stocks, comment est-ce qu'on gère les prêts, les choix des livres, etc. Parallèlement, elle va proposer de réaliser des diagnostics sur la lecture, notamment dans les centres sociaux, dans les accueils de loisirs. Et enfin, elle développe des actions de sensibilisation sur la lecture à voix haute d'albums. Donc là, voilà, on essaie vraiment de fédérer l'ensemble des acteurs autour de la lecture, mais par un travail qui est opéré aussi finalement au niveau à la fois des professionnels et des parents. Donc, un autre exemple qu'on souhaitait partager avec vous est là qui concerne la sécurisation des parcours des enfants en situation de handicap. Donc, dans ce cas, la cité éducative a permis le recrutement d'un accompagnant des élèves en situation de handicap qui est, dans ce cadre précis, d'évoluer au centre des loisirs et au temps hors scolaire, mais dont la mission va également être de mettre en réseau à la fois la collectivité et les associations du handicap pour une meilleure prise en charge des enfants pendant les différents temps scolaires et périscolaires. Donc, après la présentation de cette première thématique, je vais laisser la parole à Romane Urbano pour la seconde thématique qui porte donc sur les parcours d'orientation d'insertion. Donc, sur les enseignements de la thématique orientation-insertion pour les 11-15 ans, on peut dire que même si donc la thématique orientation-insertion figure dans les priorités, ces axes ont été souvent dilués dans tout un ensemble d'objectifs prioritaires par les cités. En effet, les cités ont parfois eu du mal à se positionner sur un cadre national très large et se sont parfois positionnés sur beaucoup d'objectifs prioritaires possibles. En tout cas, le benchmark réalisé par Pluricité montre qu'environ 12% des actions énumérées dans les programmations 2021 relèvent de cette thématique, sachant encore une fois qu'il y a beaucoup de disparités entre les cités. Concernant les actions en lien avec la thématique, on observe pour l'instant un renforcement de l'existant, mais aussi un faible renouvellement des approches, ce qui est normal parce que ces approches ont surtout eu tendance à s'inscrire en réalité dans des stratégies antérieures, comme par exemple le projet éducatif territorial. Et donc, ces stratégies
prenait majoritairement en compte les jeunes âgés de 11 à 15 ans, qui étaient les destinataires privilégiés de ces dispositifs. Et donc, par conséquent, la cité éducative se focalise également, pour l'instant en tout cas, sur cette tranche d'âge. Et aussi, on remarque pour l'instant que les actions de repérage de jeunes ni en emploi, ni en études, ni en formation, aussi appelées NEET, sont pour l'instant très réduites. Voilà. Ensuite, l'analyse montre une part importante de nouvelles actions. Environ la moitié des actions développées sur la thématique de l'orientation-insertion sont considérées comme nouvelles, mais cette notion est assez polyvalente parce qu'elle peut être différente selon les territoires. Par exemple, ça peut être une action qui existait avant la création de la cité et qui a été financée après la création de la cité et donc qui a été entre guillemets labellisée cité éducative. Ça peut aussi être une action dont le périmètre qui existait déjà et dont le périmètre a été élargi à plus d'enfants, par exemple, comme ce qui peut exister pour le programme de réussite éducative. Donc, quoi qu'il en soit, pour l'instant, cette nouveauté ne peut pas s'apparenter à des innovations, mais l'évaluation s'attardera plus longuement sur cette notion d'innovation. Mais le programme des cités éducatives ne vise pas de toute façon à créer de nouvelles actions, mais plutôt à combler les manques et renforcer l'existant. Ensuite, l'analyse de pluricité a montré que l'orientation représentait près de 3/4 des actions de la thématique. C'est ce qu'on a notamment aperçu dans les revues de projet 2021. Et donc, si des nouveaux partenaires peuvent émerger sous l'impulsion des cités, les cités vont mobiliser avant tout des partenariats préexistants. Donc, on note une très grande variété d'acteurs positionnés sur l'orientation. Donc, on retrouve par exemple les maisons de l'emploi, des acteurs économiques et d'entrepreneurs. On retrouve aussi des acteurs de la formation, des groupes de prévention du décrochage scolaire, par exemple. Mais donc, on a les acteurs de l'insertion qui sont plus difficilement mobilisables. Donc, par exemple, on a les missions locales qui peuvent parfois participer à des temps forts et apporter des appuis ponctuels au niveau des cités, mais puisque les cités se focalisent, surtout comme on l'a vu sur les 11-15 ans, et les missions locales se focalisent sur les plus de 16 ans, on a un différentiel en fait de public. Et donc, pour l'instant, et au niveau de l'insertion, on peut dire que les missions locales sur les terrains observés n'ont pas encore trouvé pleinement leur place au sein des cités éducatives. Pour Pôle emploi aussi, des premiers contacts ont pu être établis, mais pour l'instant, ça ne s'est pas formalisé par une implication très importante de l'opérateur. Et en parallèle, on a aussi observé que des cités pouvaient amorcer une réflexion sur des articulations à trouver avec les cités de l'emploi. Donc, c'est sur la même philosophie que les cités éducatives, c'est-à-dire que les cités de l'emploi visent à coordonner l'action des acteurs d'un territoire en matière d'accès à la formation et d'emploi pour les habitants des quartiers prioritaires de la politique de la ville. Et donc, cette articulation à trouver entre les deux types de cités n'est possible qu'à condition de dépasser en fait la complexité du découpage territorial des deux cités et aussi sur le fait de trouver en fait les synergies à construire ensemble. Toutefois, on remarque des dynamiques vertueuses au sein des territoires et des tentatives d'ouverture à des tiers. Donc, c'est l'exemple en fait des laboratoires pédagogiques qui ont été observés sur une des cités étudiées. Donc, ces laboratoires pédagogiques sont rattachés à chacun des 3 collèges de la cité éducative. Et donc, ils visent le décloisonnement, la mise en partage et l'exploitation des expertises de chacun. Donc, chaque collège va porter un pôle d'expertise. Par exemple, il y en a un qui va plutôt s'intéresser aux mathématiques et aux sciences, l'autre aux langues et à la culture, un autre au sport, à la santé, à la citoyenneté et à la laïcité, par exemple. Et donc, ces espaces de communication vont vraiment permettre d'enrichir les pratiques et aussi à favoriser les coopérations et les différents objectifs qui sont visés par la cité éducative.
Merci Romaine. La troisième thématique qu'on souhaitait aborder est donc celle de la place des familles au sein des coopérations éducatives et qui a été traitée par l'agence phare. Donc à nouveau, on va retrouver des enseignements qui sont un petit peu comparables finalement à ceux portant sur la continuité éducative notamment. Donc on voit que voilà, la place des familles, c'est vraiment un enjeu stratégique qui est affiché par une part significative de citer, mais finalement, on remarque une part d'action dévolue aux familles qui reste assez variée. Et de la même façon, c'est un sujet qui fait rarement l'objet de réflexions partagées et approfondies. Mais une fois encore, ça s'explique par de nombreux facteurs et notamment voilà, par l'urgence à mettre en place, à déployer tout ce programme des cités éducatives. Et à nouveau, on va remarquer, en tout cas pour l'instant, des référentiels d'action publique qui sont plutôt distincts et qui peuvent nourrir différentes approches des actions à développer à destination des parents. Donc là, toujours, en restant assez schématique, on peut avoir voilà, des acteurs de l'éducation nationale qui vont peut-être avoir voilà, une tendance à avoir avant tout des parents d'élèves qu'il va falloir accompagner pour monter en compétences et surtout pour voilà, pouvoir mieux s'approprier peut-être les codes et les attentes scolaires. On va avoir des associations qui sont finalement sur un autre registre qui, elles, vont peut-être voir davantage les parents comme une ressource pour l'école et qui vont être plus sur la volonté de mettre en place des approches qui relèvent de l'empowerment. Voilà. Après, on peut avoir des collectivités aussi qui perçoivent les parents comme potentiellement en difficulté et qu'il va falloir accompagner par une approche et des actions plus globales. Néanmoins, ce qu'on peut noter, c'est qu'on a une grande variété d'actions qui sont proposées et vraiment qui excèdent le champ scolaire. Donc là, on vous a voilà, reproduit un tableau qui témoigne de cette variété de positionnement des cités éducatives sur la question de la place des familles, avec des actions qui peuvent relever notamment de l'utilisation des outils numériques, de la formation aux usages numériques, des apprentissages de la langue, de l'interprétariat, de la transmission des valeurs de la République. On a aussi donc des actions qui relèvent plus en effet du lien avec l'institution scolaire, de l'implication dans le suivi scolaire, ou encore des actions plus larges d'accès à la culture, d'accès à la santé. Voilà, donc tout un ensemble de thématiques qui sont traitées. Néanmoins, ce qu'on peut soulever, c'est que ces actions, donc très variées, relèvent davantage de la montée en compétences des parents, de l'information que de leur participation. Voilà. Il est plus difficile de mettre en œuvre des actions qui relèvent de la participation, et ça s'explique vraiment de différentes façons. On a en effet des facteurs qui tiennent tout simplement aux situations économiques des familles qui sont parfois voilà, dans des situations d'importante précarité et donc qui ne se prêtent pas trop à mettre en œuvre des actions de participation, mais on a aussi d'autres facteurs qui sont plus liés au programme avec toujours voilà, donc, des professionnels qui sont mis en ordre de marche pour mettre en place ce programme, pour programmer l'ensemble des actions, qui ont commencé à travailler ensemble, enfin qui ont eu voilà, à agir sur tout un ensemble de dimensions et qui n'ont pas forcément eu le temps de travailler sur le fond de cette question de la participation des parents, qui demande un investissement quand même particulièrement fort. Ensuite, voilà, on peut se dire qu'il n'est pas forcément aisé d'introduire les parents dans la démarche quand on n'est pas certain de la pérennité du dispositif. On a des acteurs qui exprimaient voilà, leur questionnement par rapport à ça. Est-ce qu'on doit vraiment mobiliser les parents alors qu'on n'est pas sûr que le programme soit maintenu dans le temps? Donc, voilà, par ailleurs, des acteurs qui soulignaient aussi que ce programme était tout de même assez technique et qu'il était difficile finalement de communiquer auprès des parents à ce propos. En ce qui concerne les acteurs investis sur cette thématique, on remarque, peut-être à la différence de la continuité éducative, que pour le coup, les actions à destination des parents et des familles sont surtout portées finalement par les communes et le secteur associatif, ce qui s'explique aussi du fait que ce soit des acteurs qui historiquement sont plus investis sur ces thématiques. Comme en ce qui concerne la dimension orientation et insertion, on remarque aussi une tendance au renforcement de
partenariats préexistants plutôt qu'à l'émergence de nouveaux acteurs. Mais là encore, c'est une première étape. Enfin, c'est voilà, un programme qui est long à mettre en œuvre et finalement, c'est bien normal qu'il y ait besoin voilà, d'un temps de consolidation de l'existant, hein, qui est aussi finalement un des objectifs avant voilà, d'aller chercher plus largement de nouveaux partenaires. Donc, on remarque bien souvent qu'on a des actions préexistantes qui sont prolongées ou amplifiées grâce au financement de la cité éducative. Par exemple, vous allez avoir un lieu d'accueil parents-enfants qui était précédemment présent sur un quartier. Et là, du fait de la cité éducative, on va pouvoir en fait ouvrir un nouveau lieu d'accueil enfants-parents sur d'autres quartiers. On remarque aussi l'apparition de nouvelles modalités de collaboration partenariale qui vont pour le coup faciliter l'émergence d'actions plus globales. Donc là, on a l'exemple d'un projet numérique hein, qui fait vraiment figure d'action phare au sein d'une des cités évaluées. Donc, et il rend totalement compte des différentes étapes hein, de la démarche et des différents objectifs, puisque initialement, c'était voilà, un projet d'équipement des collégiens en ordinateur portable qui était porté uniquement par l'éducation nationale et du fait d'échanges au sein de groupes de travail, enfin de toutes les instances partenariales liées à la cité éducative, finalement cette action évolue, les objectifs, les modalités de mise en œuvre de l'action se sont étendus. L'enjeu de former les familles aux usages du numérique apparaît comme indispensable et dans ce cadre, il y a un travail qui est engagé avec les associations du territoire, un tiers-lieu, qui vont être en capacité de proposer des modules de formation aux familles. Oui, alors on a aussi un autre exemple là qui relève plus justement de la participation des parents, dont on a vu qu'elle n'était pas aisée à mettre en œuvre hein, par les acteurs. Donc là, on avait une association en charge de la participation des parents qui finalement redéfinit sa stratégie initiale, hein, puisque au départ, voilà, elle souhaitait associer directement les parents au groupe de travail thématique et finalement, elle se rend compte que ce n'est pas évident tout simplement pour un parent de prendre la parole dans un contexte très institutionnel ou professionnel. Donc voilà, dans une démarche d'expérimentation, elle va tenter de mettre en place d'autres solutions et notamment dans ce cas-là des groupes de parole entre parents, ce qui va leur permettre d'échanger sur leurs besoins ainsi que sur les actions à mettre en place. Donc dans ce cadre, les membres de l'association vont se faire davantage les porte-parole des parents au sein des groupes de travail. Alors, je vous propose maintenant qu'on aborde des enseignements transversaux hein, qui concernent donc un petit peu plus largement les 15 cités éducatives qui font partie de ce panel. Alors, tout d'abord, on remarque que selon le contexte partenarial et politique, selon les ressources humaines, selon l'offre antérieure ou encore le découpage territorial des cités, la mise en œuvre du programme et son appropriation vont différer. Mais c'était tout là l'objectif en fait d'un cadre national très, très large. Et donc, le programme est perçu comme stimulant au début de la création de la cité parce que ça va créer une certaine émulation. Par exemple, à l'étape de la phase de diagnostic en fait, qui est faite pour pouvoir déterminer les grands enjeux de la cité à venir. Et donc, voilà, ça peut être c'est bien perçu par les acteurs, mais progressivement, on peut remarquer que le programme peut paraître et devenir surtout technique et parfois chronophage pour les acteurs qui agissent à un niveau plus opérationnel. Il semble néanmoins mieux approprié au niveau institutionnel. Et pour ce qui est des habitants, le caractère un peu complexe du programme parfois le rend vis-à-vis des habitants justement particulièrement compliqué à appréhender en fait. Néanmoins, on remarque des dynamiques vertueuses qui sont liées au programme, notamment une plus grande lisibilité des ressources du territoire. Donc, comme je disais, le temps de diagnostic en fait, en amont de la cité va permettre, par exemple, de créer et d'élaborer une cartographie des acteurs disponibles sur le territoire et aussi de l'offre existante. Qui est très appréciée par tous ceux qui participent à la démarche. On a aussi une consolidation des dispositifs existants, hein, on en parlait, mais aussi on a donc les renforcements de programmes de réussite éducative, par exemple, mais aussi des renforcements d'instances de concertation qui pouvaient exister avant, mais comme des commissions école, collège, quartier qui vont regrouper plus d'acteurs ou qui vont avoir lieu sur plusieurs quartiers.
On a aussi la recherche d'une plus grande équité territoriale. Par exemple, le diagnostic va permettre de repérer les manques et donc de savoir où est-ce qu'il faut déployer une plus grande offre grâce au financement de la cité. Et on repère aussi des démarches d'expérimentation et des renouvellements des approches qui sont initiées. Mais parfois, pour certaines cités, le manque de perspective à long terme associé au manque de moyens humains, donc par exemple des acteurs qui ne sont pas toujours déchargés ou des chefs de projet opérationnels qui sont très occupés, ça peut parfois entraîner les acteurs à avoir un manque de ressources pour engager une démarche de fond et par conséquent, ça peut limiter le programme, dans certains cas, à un rôle de levier financier. Et Tana va vous expliquer d'autres enseignements transversaux de cette évaluation. Donc, on peut noter, hein, c'est vrai, dans une partie des cités, finalement, un éloignement des enjeux initiaux du programme. Voilà, donc on a à la fois une grande diversité d'actions qui sont mises en œuvre sur tout un ensemble de champs, ce qui est aussi la richesse des cités éducatives, mais ça a été donc souvent associé à ce manque de temps en amont de concertation, hein, et finalement, voilà, donc une grande diversité, mais qui manque parfois encore peut-être un peu de cohérence. Et finalement, les enjeux fondamentaux du programme peuvent passer au second plan. L'idée de l'implication conjointe de l'éducation nationale, des associations et du territoire, on le voit, hein, n'est pas toujours mise en œuvre, hein, ou en tout cas, peut-être, voilà, c'est le début, on va dire, de ces démarches. La considération du parcours des jeunes de 0 à 25 ans, voilà, on remarque aussi certaines limites, notamment après le collège, avec des lycées qui peuvent être un petit peu moins investis ou voilà, des acteurs économiques également. Et la participation de la société civile, donc les associations et les parents, qui est aussi assez variable finalement au niveau des cités. Donc ça peut aussi s'expliquer parce qu'il est vrai que finalement le programme a un périmètre extrêmement étendu et les orientations nationales sont restées volontairement assez larges parce qu'on est toujours donc dans cette perspective, hein, de politique bottom-up, avec l'idée que les cités éducatives vont voilà, s'emparer de ces orientations et construire un programme d'action en fonction finalement des enjeux repérés. Mais ça a pu peut-être perdre une partie des territoires qui ont cru nécessaire voilà, de s'engager vraiment sur tous les fronts, donc qui ont développé tout un ensemble d'actions, donc sans peut-être avoir eu le temps ou la possibilité de prioriser. On a aussi, il faut le souligner, hein, une situation sanitaire qui a été vraiment impactante pour la première vague des cités éducatives et qui a pu vraiment les mettre à difficulté, voilà, avec tout un ensemble de problématiques extrêmement urgentes à régler et par ailleurs des temps de concertation qui étaient moins évidents de mettre en place. Et enfin, on l'a déjà évoqué, hein, ce calendrier qui a pu contraindre quelque part les acteurs à se concentrer sur des questions techniques de programmation et d'organisation plutôt que sur l'élaboration d'une réflexion partagée. Donc à ce stade, on observe plutôt un renforcement de partenariats préexistants, ce qui, attention, est déjà une première étape vraiment importante. Hein, finalement, c'est une plus-value importante du programme et peut-être qu'on va pouvoir observer voilà, l'émergence de nouveaux acteurs, de nouveaux partenariats dans les mois à venir. La grande plus-value de taille hein, qui est notée par une partie des acteurs associatifs des collectivités, ça va être la place renforcée de l'éducation nationale dans l'édifice partenarial. Hein, voilà, avec l'idée de travailler plus souvent de manière concertée. On note toutefois une implication des établissements scolaires qui est assez différenciée hein, d'un territoire à l'autre et surtout d'un degré à l'autre. Et voilà, on a toujours des acteurs qui, pour l'instant, ne sont pas forcément impliqués dans la démarche, mais qui vont peut-être la rejoindre sous peu, donc les lycées, le secteur économique, les associations et les parents. Et donc, on peut donner un exemple en fait, de ce renforcement de cadre partenarial, notamment autour du décrochage scolaire. Donc, on a l'exemple de la constitution d'un groupe de prévention du décrochage scolaire à l'échelle du périmètre de la cité. Et donc, il va réunir trois grands types d'acteurs, notamment l'éducation nationale, par des référents, par exemple, décrochage scolaire des trois collèges qui font partie du périmètre de la cité,
ou aussi de la coordinatrice de la mission de lutte contre le décrochage scolaire. On va également retrouver des acteurs associatifs comme une structure de prévention spécialisée, la mission locale, des centres sociaux. On va aussi retrouver la ville par le biais des chefs de projet politique de la ville, ou aussi des chargés de mission de la direction jeunesse et du conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance. Donc, c'est vraiment la création de la cité qui a amorcé en fait la constitution de ce nouveau cadre partenarial. Et à noter que fin 2021, par exemple, 8 lycées professionnels ont été intégrés dans la démarche et ils émargent au comité de suivi. Et donc, ce travail partenarial à l'échelle de la cité a permis de voir émerger plusieurs pistes d'action qui vont sûrement être mises en œuvre courant 2022. Et je laisse Tana poursuivre sur les enseignements transversaux. Merci. Voilà, donc quelques exemples de bonnes pratiques repérées sur les territoires. On a notamment le financement de postes de référents thématiques, par exemple, sur la petite enfance ou sur les 16-25 ans, qui vont avoir vraiment un rôle important, qui vont permettre parfois de mettre à l'agenda de nouvelles thématiques, mais aussi de faciliter les coopérations interinstitutionnelles et par ailleurs de relayer la philosophie des cités au sein des territoires auprès de l'ensemble des acteurs. Autre bonne pratique qu'on a pu observer, c'est la mise en œuvre de démarches d'animation globale. Donc, on va à la fois, il y a à la fois finalement un appel à projet qui va être basé, mais vraiment sur la base d'un diagnostic partagé, ce qui est important, qui va permettre de mobiliser plus largement les acteurs associatifs, mais qui doit être accompagné finalement d'un rôle fort de l'équipe projet qui va soutenir les porteurs de projets en amont, en aval, qui va les aider pour le développement d'un projet qui soit vraiment en lien finalement avec les orientations définies plus collectivement. Par ailleurs, voilà, donc on a cet appel à projet très accompagné et qui découle d'un diagnostic partagé, mais on a aussi des groupes thématiques en fait qui vont permettre de mobiliser tout un ensemble d'acteurs qui travaillent sur un sujet précis et peut-être aussi des élèves ou des parents, et au sein duquel on va pouvoir réaliser des diagnostics partagés et évaluer les actions en marchant. Et pour finir, voilà, donc, en guise de conclusion, donc, il faut bien noter que ce sont des évaluations qui sont toujours en cours, donc des résultats intermédiaires. On a le rapport à venir du Conseil national d'orientation et d'évaluation des cités éducatives qui fait un bilan de ces premières années de mise en œuvre du programme et qui reprend notamment les enseignements produits par l'Université de Bordeaux qui portent plus spécifiquement sur la question de la gouvernance ainsi que des enseignements issus des 3 évaluations que nous pilotons. Du côté des évaluations donc pilotées par l'INDIAP, il va y avoir un approfondissement sur une trentaine d'actions vraiment représentatives de la démarche, donc on va dire 10 actions environ sur chacune des thématiques. On a davantage d'entretiens de ce fait qui vont être réalisés auprès du public indirectement concerné, mais aussi des professionnels de terrain. Et finalement, ça va nous permettre de faire un focus sur les dynamiques qui peuvent être observées à la fois sur les parcours des jeunes et des enfants, mais aussi sur la place des familles, ainsi que sur les pratiques professionnelles. Voilà, écoutez, je vous remercie vivement de votre écoute. J'en profite aussi juste un instant avant les questions pour remercier d'une part les équipes d'évaluation sans lesquelles ce travail n'aurait pas été possible, mais aussi l'ensemble des cités éducatives qui nous ont suivis dans cette démarche et pour qui ça représente quand même un temps certain d'accueil et de discussion avec les équipes d'évaluation. Et je laisse place à vos questions. Merci. Merci beaucoup pour votre présentation très claire. Bonjour à toutes et tous, je suis Augustin Vicard, le directeur de l'INJEP, et j'ai la lourde charge ce matin de relayer vos différentes questions. Alors, je vais le faire sous forme de plusieurs thématiques qui ont émergé des questionnements des auditeurs à distance. Il y aura peut-être des questions aussi dans la salle, je les relayerai également. Si c'est le cas. Le premier ensemble de questions porte sur la gouvernance.
Alors, déjà des questions de compréhension. Gérard Marquier, spécialiste de l'éducation populaire, demande si vous pouvez rappeler qui sont les chefs de projet opérationnels des cités éducatives, quel est leur rôle? Et Jean-Christophe, quelle est la place des intercommunalités qui sont pilotes des contrats de la ville dans la Troïka? Comment ils peuvent, au-delà de la commune, de l'éducation nationale et l'État, interagir quand il y a une intercommunalité, ce qui est souvent le cas? Et puis, troisième question de gouvernance, et après je vous laisserai répondre. Est-ce que vous avez des éléments d'appréciation sur le temps moyen qui s'écoule entre la création de la cité éducative, le moment où le contrat est signé, et le moment où la cité éducative est prête à attribuer les crédits, est en ordre de marche? C'est quelqu'un qui nous pose cette question en étant associé à la tête d'une association présente dans cette région. Et donc, voilà, ça intéresse de ce point de vue. Je vous laisse la parole sur cette première thématique. D'accord, très bien. Écoutez, donc d'une part, on peut vous inviter peut-être sur ce type de questions à lire le rapport de l'Université de Bordeaux qui sera beaucoup plus précis sur ces questions de gouvernance. Mais voilà, donc le chef de projet opérationnel, c'est un poste vraiment stratégique au sein de la cité, qui n'est d'ailleurs pas forcément… Toutes les cités n'ont pas de chef de projet opérationnel. On a à peu près trois quarts des cités, il me semble, qui disposent d'un chef de projet opérationnel, qui est un peu le chef d'orchestre de la démarche, qui va permettre de relayer le programme à l'ensemble des acteurs, qui va animer toute la démarche partenariale, qui va aussi en fait, suivre la mise en œuvre des actions, peut-être qui sera aussi à la manœuvre pour la diffusion de l'appel à projet. Il va suivre toute l'exécution budgétaire de l'ensemble des actions. Et voilà, donc c'est lui qui diffuse plus largement. Et j'ai envie de dire, sans chef de projet opérationnel qui porte ce programme, il est vraiment complexe de mettre en œuvre la démarche. D'ailleurs, on note que les cités, peut-être de la première vague, étaient plus nombreuses à ne pas avoir pu au départ avoir un poste de chef de projet opérationnel. De ce fait, c'était surtout le principal de collège chef de file qui portait cet ensemble de missions, et on a vu que c'est particulièrement complexe. Ensuite, alors sur le temps moyen, alors c'est une bonne question. À partir du moment où on se lance dans la démarche et on va être en mesure de financer les actions, alors je n'aurai pas d'infos non plus précises sur ce calendrier, mais il me semble que finalement, justement, pour les cités éducatives de la première vague, tout ça s'est fait à partir du moment en fait, où ils ont repéré les territoires et le moment où ils ont pu mettre en œuvre les actions, il y a eu environ 1 an. Mais voilà, ça sera peut-être à vérifier. Et ensuite, sur le rôle des intercommunalités, alors là, je pense que ça dépend aussi beaucoup des territoires, mais bien sûr, vu qu'on est dans cette perspective d'appropriation du programme, on a des modes de gouvernance qui sont vraiment d'une grande variété. Et voilà, donc une partie des intercommunalités peut bien sûr trouver toute sa place, notamment au sein de la Troïka et de l'ensemble des instances de gouvernance. Très bien. Je ne sais pas si vous avez des choses à ajouter, peut-être. N'hésitez pas. Notez que le poste de chargé de projet opérationnel peut aussi être appelé coordonnateur ou coordinatrice, et que généralement, on a des coordonnateurs qui sont rattachés soit côté éducation nationale, soit du côté de la ville, et que dans certaines cités, on en a 2 qui agissent soit de concert ou parfois chacun un peu de son propre côté. Voilà, c'est ce qu'on a pu observer sur certaines cités en tout cas. Alors, comme une question est arrivée entre-temps de gouvernance, j'en profite et je prolonge sur cette dimension. Une question d'Alice Bétus, j'espère que je n'écorche pas votre nom, sur l'importance de l'enveloppe financière, qui est assez importante. Je crois que c'est à peu près 1 million d'euros de crédit par cité éducative. Sur un seul QPV. Elle dit que ça peut réduire les besoins de cofinancement direct de la ville, qui peut alors concentrer ses crédits de politique sur la ville sur des actions autres du contrat de ville. Est-ce que ça ne peut pas être un frein, ça, au partenariat? Est-ce que c'est des choses qui ont été observées sur le terrain? Alors, donc sur les questions financières, en effet, donc je pense que les 1 million d'euros en moyenne sur 3 ans pour les cités éducatives, c'était les cités éducatives de la première vague. Je ne suis pas sûre qu'on soit aujourd'hui sur
ce niveau de financement. Après, oui, c'est en effet l'enjeu, c'est quand même que les collectivités puissent aussi participer à ces financements et peut-être prendre une part peut-être de plus en plus importante selon les choix qui sont faits au niveau local. Mais en tout cas, oui, la volonté, c'est quand même qu'il y ait des cofinancements forts. Et à ce titre, là, voilà, le rôle de la Troïka, de la CPO, sont aussi d'arriver à faire vivre la démarche et à mobiliser les communes au niveau financier. Très bien, merci. Alors maintenant, des questions qui portent sur des acteurs spécifiques. D'abord, évidemment, on est à l'INJEP, on est attaché à l'éducation populaire. Un certain nombre de nos auditeurs se demandent quelle est la place de l'éducation populaire, du mouvement associatif de façon plus large, dans les cités éducatives. Notamment Jamel Tikwirt de CEMEA, mais aussi Gérard Marquier qui se demande si dans la plupart des cités éducatives, on a une vision qui est scolaire-centrée ou éducation populaire finalement. Et est-ce que de temps en temps, c'est lié au fait qu'il y aurait tel ou tel acteur au sein de l'éducation nationale qui serait mobilisé et qui aurait peut-être plus de facilité à travailler avec le mouvement associatif ou l'éducation populaire. Ça, c'était la place de l'éducation populaire. Puis, on a une question un peu différente sur la place de la petite enfance, notamment, parce que vous avez parlé de la difficulté à associer le lycée, notamment. Mais est-ce qu'il n'y a pas beaucoup de choses à faire dès la petite enfance? On sait que c'est un moment où on peut intervenir de façon peut-être plus efficace pour aider les enfants, les jeunes. Et peut-être qu'on peut aussi plus facilement mobiliser les familles de jeunes enfants en bas âge plutôt que de jeunes lycéens. Alors, sur la place de l'éducation populaire, alors bien entendu, l'éducation populaire et tout le champ associatif a totalement sa place au sein des cités éducatives, justement pour organiser aussi cette continuité éducative. On est quand même sur une vision de la réussite éducative assez large. Mais je dirais qu'en effet, ça dépend, ça dépend des territoires. On a des territoires qui ont mobilisé très largement le champ de l'éducation populaire et le champ associatif, à la fois peut-être dans les instances de gouvernance, dans des groupes thématiques, mais aussi bien sûr dans la mise en œuvre d'actions. On a des territoires où pour l'instant ils ont une place qui est un petit peu plus réduite. Alors sur la vision scolarocentrée des cités, donc là je n'aurais pas un regard sur l'ensemble des cités éducatives, mais en tout cas on a différentes forces qui discutent entre elles, et je pense que il y a quand même des instances de participation qui permettent aux acteurs de l'éducation populaire de faire contrepoids, si je puis me permettre, et d'essayer peut-être d'amener cette vision un petit peu plus large. En ce qui concerne la place de la petite enfance, donc là on remarque que certaines cités éducatives ont fait le choix vraiment d'associer des acteurs de la petite enfance. On a d'ailleurs un référent thématique qu'on évoquait tout à l'heure sur une des cités qui est centré sur la petite enfance et qui va permettre de mobiliser peut-être tous les accueils pour justement engager des démarches sur ces questions. Et par ailleurs, oui, sur la question de la mobilisation des parents, en effet, c'est plus évident de mobiliser les parents d'enfants en bas âge plutôt qu'à partir du collège ou autre. Donc, il y a différents types d'actions qui sont menées à ce titre. Très bien, merci. Alors, une avant-dernière série de questions, notamment de la part de Véronique Gasté, d'Azen adjointe de Loire-Atlantique, je crois, sur la façon dont on peut mesurer ou non l'impact des cités éducatives. C'est vrai que là, vous avez présenté une évaluation qui permet de rentrer un peu dans la boîte noire des cités éducatives, de voir ce qui se passe sur le terrain avec l'hétérogénéité très, très importante de ce programme. Mais la question, c'est aussi de savoir si on peut utiliser des indicateurs d'effet d'impact qui permettent de mesurer la réussite éducative, et puis aussi de se mettre d'accord sur ce que c'est que cette réussite éducative au-delà de la seule réussite scolaire, puisque évidemment, l'idée des cités éducatives, ce n'est pas seulement d'augmenter les notes des jeunes et enfants en question, mais d'aller au-delà et d'avoir peut-être d'autres critères de réussite éducative.
Alors, c'est une question vaste et complexe, hein, l'histoire de la mesure d'impact des cités éducatives. Après, ça dépend comment on l'entend. Nous, dans notre évaluation, on n'a pas de mesure d'impact à proprement parler. Parce que pour faire une mesure d'impact, il aurait fallu en fait faire un groupe test, un groupe témoin et voir voilà, sur le long terme, en fait, les enfants, les jeunes qui sont investis dans ces démarches, quels sont leurs parcours et les comparer à un autre groupe donc, qui n'auraient pas bénéficié de la cité éducative pour voir les effets sur leur parcours. Donc, c'est très compliqué à mettre en place, d'autant plus quand on est sur des programmes qui prennent des formes très diverses selon les territoires. Voilà, donc de ce point de vue-là, une mesure d'impact au sens strict, ça nous semblait vraiment compliqué à mettre en œuvre, mais bon, la discussion est ouverte. Donc, en effet, après, il y a tout un ensemble d'indicateurs à construire, mais je pense que c'est un petit peu ce qu'on avait essayé de développer dans notre premier rapport sur l'évaluation locale. En fait, ce sont des indicateurs qui doivent se construire entre acteurs du territoire en fonction peut-être des objectifs précis qui se seront fixés. Voilà, c'est un peu dur là de parler d'indicateurs sans savoir en fait quels sont les objectifs que se sont fixés cette cité éducative. Et pardon, il y avait un autre, les indicateurs et c'était sur la définition même de la réussite éducative, ah oui, voilà, à quel point les cités éducatives ont pu définir, puisqu'il n'y a pas de définition nationale, je crois, une réussite éducative différente de la réussite purement scolaire. D'accord. Écoutez, c'est voilà, un des enseignements pour l'instant, c'est que cette construction, elle est toujours en train de se faire, en fait. Et c'est quelque chose qui doit vraiment être fait localement, en conviant l'ensemble des acteurs. On a par exemple une cité éducative qui a décidé d'entreprendre, hein, et elle est accompagnée d'ailleurs par un professionnel, ce questionnement autour de la réussite éducative. Donc, il y a plusieurs temps de travail qui leur permet d'échanger voilà, différentes visions et notamment peut-être de construire ces indicateurs qui leur permettront de voir l'évolution à ce niveau. Très bien. Alors, il est 11 heures. On va prendre juste 2 dernières questions parmi celles qui ont été posées. Donc, la première, c'est sur l'éducation au numérique, qui peut être un vrai levier, la sensibilisation à l'éducation numérique, notamment pour les 11-15 ans. Là, c'est la cible des collégiens. Est-ce qu'elle peut contribuer à l'orientation professionnelle des jeunes? Est-ce que vous avez eu vent de focus particulier là-dessus dans certaines cités éducatives? Donc oui, il y a un travail autour du numérique important hein, qui est effectué par les cités, donc sous différents biais. Donc on voit qu'il y a plusieurs cités qui ont fait le choix d'investir hein, aussi dans du matériel numérique. Donc sur l'exemple donné plus tôt, on voit que c'est un projet plus large qui se met en œuvre de formation à la fois des élèves, des parents et de l'ensemble des acteurs. Alors je n'ai pas d'exemple en tête par rapport à la mobilisation du numérique sur l'orientation, mais oui, ça semble aujourd'hui voilà, assez indispensable de passer par les outils numériques, mais on a donc cette deuxième phase de l'évaluation qui va débuter et qui portera sur des actions plus précises. Donc voilà, peut-être qu'on aura l'occasion d'observer des actions liées au numérique et à l'orientation. Parfait. Toute dernière question sur les comparaisons internationales. Est-ce qu'il y a eu des précédents dans d'autres pays? Alors, c'est compliqué de comparer, notamment parce que le système scolaire, l'organisation de la politique de la ville est très différente d'un pays à l'autre. Mais est-ce qu'il y a des précédents qui peuvent être inspirants et puis qui pourraient nous aider aussi à mieux comprendre les effets de tels dispositifs? Alors oui, en effet, je pense qu'il y a eu voilà, tout un ensemble d'expérimentations internationales, notamment au Canada, hein, il me semble, voilà, la constitution de cette communauté éducative hein, pour voilà, finalement parvenir à travailler tous dans le même sens de la réussite des jeunes. Très bien. Je crois qu'on arrive au bout de cette présentation et de cette séquence. J'espère que ça... Je vous remercie déjà pour cette présentation. On était un peu plus de 110 à suivre à distance et puis une petite vingtaine de personnes dans la salle. Donc voilà, on est très heureux d'avoir pu partager ces résultats d'analyse. Merci Romane, merci Tana et bonne journée à tous. Merci.